De retour sur ce plateau pour la suite de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Aboubacar Fofana, Hamidine Kane et de notre éditorialiste Alfred Chongo. Place tout de suite à notre dossier du jour. L'économie équato-guinéenne, comme celle de pratiquement tous les pays de la sous-région Afrique centrale, a été mise à mal par la chute des cours mondiaux du pétrole sur le marché international. Ces contre-coups ont ébranlé l'ensemble des secteurs et ces méfaits affectaient l'ensemble de la population. À présent, le pays tente de se réinventer. On fait le point avec Deogracias Podo, on en parle juste après. Confrontée depuis juillet 2014 à l'effondrement des cours mondiaux du pétrole et à une baisse de sa production d'hydrocarbures, la Guinée équatoriale s'efforce aujourd'hui encore de faire face à ces défis économiques. Le prix de l'or noir, qui représente 90% des revenus du pays, a chuté sur le marché international avec pour conséquence un recul des recettes budgétaires de l'État et un impact sur les prévisions de croissance économique. La Guinée équatoriale capitalise chaque année plus de 10 milliards de dollars grâce à ses exportations de pétrole vers l'Inde, le Japon et la Chine, entre autres pays. Notre économie est fortement dépendante du secteur pétrolier. 90% des recettes publiques provenaient du pétrole. Donc une forte baisse des prix du pétrole sur le marché international se traduit par une réduction considérable des revenus reçus par le gouvernement pour continuer son programme de développement du pays. Ainsi, les conséquences sont immédiates. La réduction des revenus pétroliers, la réduction de l'activité gouvernementale sur les investissements publics et le ralentissement économique. Pour faire face à la crise, le gouvernement équato-guinéen a entrepris un programme de diversification de l'économie en donnant la priorité au secteur social, notamment la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable ou encore à l'électricité. Les autorités équato-guinéennes sont optimistes, de l'amélioration du climat des affaires à la relance des secteurs clés de la pêche et de l'agriculture, en passant par la mise en place des conditions de développement des activités tertiaires, en particulier dans le tourisme. Les projets se multiplient pour redresser l'économie du pays. La disposition du gouvernement a été de renforcer les mesures visant à la diversification de l'économie nationale à travers le plan national Horizon 2020. Je pense qu'il a été la meilleure idée pour réduire l'impact socio-économique de la baisse du prix du pétrole dans le futur. C'est une technique qui va contribuer aux revenus dans d'autres secteurs et d'équilibrer les recettes pétrolières. Le plan national Horizon 2020 a un objectif clair, renforcer les secteurs de l'éducation, de la santé, du social et augmenter le revenu des secteurs stratégiques de l'économie. Depuis plusieurs années, les moteurs de croissance de la Guinée équatoriale étaient les hydrocarbures et les entreprises de bâtiments et travaux publics. Aujourd'hui impacté par la chute des cours de l'or noir, le quotidien est devenu difficile pour de nombreux équato-guinéens. Outre le chômage qui touche même les jeunes diplômés, le pouvoir d'achat baisse alors que les prix ont tendance à augmenter. Aucun pays ne peut se développer seul. La Guinée équatoriale a déjà fait ce que les autres pays n'ont pas réussi à faire. En peu de temps, nous avons construit les infrastructures de base constituées par les routes, les ports et les aéroports. Tout cela permet la circulation des biens et des services et implique le développement du pays. La Guinée équatoriale a tous les éléments principaux qui garantissent la sécurité des investisseurs qui veulent travailler dans le pays. La stabilité, la paix et le cadre législatif et réglementaire. Il existe une politique de sécurité financière et juridique en Guinée équatoriale qui permet aux investisseurs de réaliser leurs activités dans un climat socio-économique stable. Réélu en avril 2016, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo table davantage sur une diversification de l'économie de son pays. Il mise désormais sur l'initiative privée, le seul moyen de créer des emplois et de sortir du tout pétrole qui représente encore près de 90% des revenus de la Guinée équatoriale. Monsieur Fofana, quelles ont été les conséquences du ralentissement économique en Guinée équatoriale? Avant même de parler des conséquences de ce ralentissement, il faudrait parler de l'imprévisibilité des gouvernants. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que la Guinée équatoriale a été d'abord un pays agricole, un très bon exportateur de cacao. Et puis, c'est de l'ordre de 300 000 tonnes dans les années 70. Et puis survint la découverte de la manne pétrolière. On a opté pour le tout pétrolier. Voilà les conséquences. Une monoproduction ne peut mener qu'à des déboires.
Il y a quelques années, le pétrole s'achetait à $100, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, il est à $44, disons 45. Vous voyez la différence? Et donc, les conséquences sont de tous ordres. D'abord, il y a des conséquences sur les recettes de l'État. Il y a deux phénomènes concomitants qui jouent en sens inverse. Les puits arrivent à maturation et en même temps, les prix du pétrole chutent. Donc, il y a un double manque de recettes. Et les conséquences, l'État, par exemple, était le principal investisseur dans le domaine des travaux publics. On a vu des chantiers, des immeubles poussés partout, des autoroutes. Et puis, ça, on y a mis un frein, sans compter les conséquences. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des ressortissants ouest-africains ont immigré vers l'Eldorado que constituait la Guinée équatoriale à l'époque. Et de nos jours, avec la crise, le chômage tourne autour de 30%. C'est incroyable, c'est phénoménal. Et donc les conséquences se font ressentir et vont se faire ressentir encore beaucoup plus. Alors la diversification de l'économie dans ce contexte est devenue un impératif. Monsieur Kane, quels sont les secteurs à fort potentiel qui pourraient permettre à la Guinée équatoriale de renouer avec la croissance? Bon, la Guinée équatoriale, par son nom déjà le dit, équatoriale. Donc l'agriculture d'abord, c'est une priorité. Ça, c'est pour tous les pays africains, l'agriculture doit être maintenant une priorité. Il faudra que les Africains puissent se nourrir par eux-mêmes, pouvoir exporter ensuite. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a par exemple les infrastructures, les grosses infrastructures. Déjà, il y a eu une bonne chose de fait. C'est vrai qu'ils ont investi massivement. Ça, il faudra reconnaître ça à la Guinée-Bissau. Contrairement aux autres pays de l'Afrique centrale, la Guinée équatoriale a beaucoup investi dans les infrastructures. Les ports, les aéroports, les routes, ça c'est important. Maintenant, il faudra diversifier justement sur l'agriculture, mais aussi ne pas négliger le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie a été négligé. Maintenant, il faudra qu'ils investissent massivement dans l'énergie solaire et éolienne. Ça, c'est des faits qui peuvent rendre la Guinée équatoriale dans les années à venir très compétitive. Et ça, je crois que le président en a conscience et puis que les investisseurs veulent investir dans la Guinée équatoriale. Il faudra qu'on puisse convenablement ouvrir le marché équato-guinéen et puis pour que les investisseurs arrivent. Alors Alfred, la Guinée équatoriale a également un fort potentiel minier. Oui, tout à fait, mais moi je n'investirai pas un copec justement dans le secteur minier parce que c'est l'un des secteurs où il y a beaucoup trop de fluctuations et de volatilité sur le marché international. J'embrayerai plutôt dans les secteurs qui sont aujourd'hui porteurs, outre les secteurs qui ont été évoqués, le secteur de la pêche par exemple, et puis de nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais surtout dans la formation. Parce que c'est ça qui manque un peu, beaucoup à la Guinée équatoriale. Former justement une jeunesse qui doit justement assurer la continuité au niveau administratif de ces entreprises qui doivent être créées et en même temps favoriser l'émergence d'un secteur privé national fort. Aujourd'hui, ce sont les entreprises étrangères qui sont souvent sur le terrain, dans la construction par exemple, les entreprises égyptiennes et autres. Mais il y a quelques années, lorsque le président Obiang Bazogo a présenté le plan Guinée équatoriale 2020, et puis il avait annoncé effectivement l'ouverture au secteur privé, mais national et international. Disons, dans la première phase, il s'agissait effectivement de construire ces infrastructures, mais maintenant il fallait faire venir justement peut-être déjà en pressentant le contre-coup de la baisse des cours du pétrole. Je crois que quand on ouvre son marché, il faudra le faire à la chinoise aussi. Ça veut dire favoriser aussi, ça veut dire le secteur privé national. Ça veut dire même si les privés internationaux doivent investir, il faudra qu'ils s'associent aux privés nationaux.
Ça, c'est très important. Les Chinois, c'est ce qu'ils font. Donc, je pense que la Guinée équatoriale doit penser à ça pour essayer d'avoir un secteur privé national puissant et compétitif. Parce que sinon, justement, effectivement, c'est seulement les privés internationaux qui viendront rafler la mise. Et il ne faudra pas sous-estimer parce que le secteur sanitaire est très défaillant en Guinée équatoriale. Ça aussi, il faudra qu'on ait des investissements massifs là-dessus parce que la paupérisation est sensible. Hein. On la voit, on la sent. Donc, il faudra aussi investir, à part dans l'enseignement, investir dans le sanitaire. Le système sanitaire équato-guinéen est défaillant. Monsieur Fanalisi. D'ailleurs, le paradoxe pour un pays comme la Guinée équatoriale, un pays essentiellement sous l'équateur ou sur l'équateur et agricole par excellence, c'est que une partie des recettes pétrolières va pour l'achat de denrées alimentaires. Paradoxal. Oui, non, il faut effectivement qu'ils arrivent à cette autosuffisance. Alors, exactement. Voilà. Un nouveau leurre constituerait la découverte qu'ils ont faite de gaz naturel. Voilà. Oui. Et donc, du tout pétrole, on risque d'aller vers le gaz. Et sans faire les investissements que M. Khan venait de souligner tout à l'heure, à savoir les nouvelles pistes, que ce soit le tourisme, la pêche, l'agriculture, promouvoir l'agriculture, ça c'est évident. Alfred, il y a peut-être aussi les services financiers, non ? Oui, absolument. Il faut aussi, dans ce secteur-là, que la Guinée équatoriale se dote justement des institutions financières nationales, mais solides, aux capitaux importants, qui puissent financer justement les projets, qui puissent financer le développement et non plus dépendre toujours des banques étrangères. Ça, c'est aussi un secteur très important qui peut être investi. Il faudra quand même le féliciter, Obiang Nguema, parce que c'est un panafricain. Il a œuvré justement pour la consolidation du congrès panafricain. Et puis, à part ça, il a fait beaucoup de financement à l'étranger. À l'étranger, en Afrique, ça veut dire dans des pays africains, que ce soit au Togo, au Bénin, absolument. Mais là c'est aussi paradoxal, parce que pourquoi le passeport de la CEMAC n'est pas mis en place? On a dit libre circulation des biens et des personnes. La Guinée équatoriale a bloqué la mise en place de ce passeport, se disant, si on ouvrait justement, on faisait sauter les frontières de l'Afrique centrale et qu'on donnait ce passeport, la Guinée équatoriale risquerait d'être envahie par les voisins immédiats, camerounais, gabonais en particulier, et d'autres qui viendraient justement. Donc il y a des paradoxes quand même dans cette politique de Obiang Nguema Mbazogo. C'est bien qu'il le fasse, qu'il soutienne toutes ces actions-là, mais il faut, par rapport vraiment à la CEMAC et à la CEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, qui est cette harmonisation et cette convergence politique pour assurer justement l'intégration régionale, qui serait aussi une autre porte de sortie de ces crises-là. Mais il n'est pas le seul, le Gabon. Absolument. Le Gabon l'a toujours été. Le Gabon l'a toujours été. Ils n'ont jamais voulu descendre. Et puis rentrer au Gabon, réellement, c'est très difficile. Absolument. Donc ça, il ne faudra pas seulement l'indexer par lui-même. Il y a d'autres pays qui le font. Le Gabon, rentrer au Gabon, c'est tout à fait difficile. Et puis, il me semble qu'ils sont tombés d'accord sur un accord ces jours-ci pour la libre circulation sur des pièces, à partir de pièces d'identité biométrique, pour la circulation des personnes dans la sous-région. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que la Guinée équatoriale, les citoyens équato-guinéens ont souffert de ce ostracisme il y a 30 ans en arrière, quand ils allaient au Gabon ou au Cameroun, dans les pays environnants. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est le nouveau riche de la région. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. C'est une plainte inédite. 3 associations accusent la banque française BNP Paribas de complicité de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Rwanda. Et puis au Tchad, le gouvernement a ouvert une enquête suite à la publication d'un rapport qui met en cause plusieurs proches du président Idriss Déby Itno. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants. La suite de votre émission. À tout de suite.